Voilà. Or, le droit international, dans sa construction, permet, en respectant le principe de souveraineté, un certain nombre de choses, notamment la question des génocides, c'est la question de la menace sur la paix, qui autorise le Conseil de sécurité à certaines modalités d'intervention, c'est la possibilité d'exercer des recours après coup. Donc, il ne faudrait pas dire qu'en gros, vu qu'il n'y a plus la responsabilité de protéger, il n'y a absolument plus rien, et qu'on avait découvert un truc en 2005, alors que depuis 100 ans, on n'avait absolument aucune idée. Non, des données existent, mais ces données ne peuvent pas échapper à l'idée que dans la société internationale, les citoyens sont des États. Voilà. Alors, dernier point, sur a posteriori, il compose la question de la responsabilité a priori. Ça amène aussi une discussion juridique qui est parfaitement connue, c'est-à-dire que le droit d'ingérence ou la responsabilité de protéger, c'est du registre de l'intervention a priori. Voilà. C'est comme si on fait une réunion et qu'on veut nous interdire la réunion avant que le crime ait lieu, en quelque sorte. Bon. Et de ce point de vue-là, le droit, d'une manière générale, je laisse la part pour la politique, je laisse la part pour toutes les communications, mais le droit est extrêmement faible sur tous ces registres et doit l'être. C'est-à-dire que tous les mécanismes qui sont pour interdire la commission de quelque chose relèveront de la police, relèveront de la politique, mais ne mêlez pas la justice à ça. C'est pas la fonction judiciaire. La fonction judiciaire, elle est assez complexe, elle est assez. Je dis que la politique est beaucoup plus importante, mais respectant la fonction judiciaire, elle vient après tout pour tirer des leçons et essayer d'appliquer les règles communes. Donc c'est le fait du jugement. Ce jugement vient après. Donc, des faits ont lieu, des faits ont lieu en Syrie ces jours-ci, et dans d'autres parties du monde, à Gaza encore ces jours-ci. Est-ce qu'on peut créer un mécanisme juridique pour le bloquer? Je suis plus que réservé sur ce point de vue. Par contre, a priori, on peut tirer des conséquences. Donc, simplement quelques observations très rapides sur ce plan. Le premier point sur les responsabilités après coup, c'est-à-dire le fait de juger ce qui a été commis et d'en tirer des enseignements, c'est de distinguer ce qu'est le droit lui-même et la manière dont il est utilisé. Sur la Libye, le procureur Ocampo avait des informations sur le fait qu'il avait vu une livraison de Viagra et donc il y avait des viols massifs qui étaient en cours. Ça sur la base d'une dépêche qui lui venait qu'on n'a jamais vue nulle part. Alors que s'agissant de Gaza, où il a absolument toutes les informations depuis 2009, il est toujours en train d'étudier, si vous voulez. Bon, donc on ne se laisse pas piéger par un double discours qui est aussi grotesque et qui pollue effectivement toutes les réalités, mais qui, c'est mon point de vue, ne doit pas nous amener à tout jeter globalement. Le deuxième point, c'est que dans ce droit d'ingérence, dans cette responsabilité de protéger, dans ce poids sur l'utilisation du droit, il y a le fait de mettre en avant un certain nombre de choses et d'opinion publique, c'est la question des médias occidentaux. Je ne suis pas le mieux placé pour développer ce point, je fais simplement une ressource, je me dis, s'il y a un journaliste honnête qui veut faire son travail, où est-ce qu'il trouve le contre-argumentaire? Bon. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une carence grave de la part des États qui s'opposent à la puissance des États occidentaux. Ils sont pas prêts demain de prendre le Conseil de sécurité, je suis tout à fait d'accord, mais je ne vois pas ce qui les empêche dès maintenant de mettre en place un mécanisme extrêmement pertinent de lecture du droit, de démystification des apparences juridiques, de démystification du discours qui pollue la réalité juridique et d'être en mesure de proposer une analyse du droit et des solutions d'analyse. Voilà. Donc, il est très facile de passer des journées entières à dénoncer le Conseil de sécurité. Je suis tout à fait d'accord et on peut vraiment en faire. Mais en même temps, qu'est-ce que l'on fait pour donner la lecture inverse? J'ai dit que le droit c'était le rapport de force, donc qu'est-ce qu'on donne comme moyen sur le rapport de force? Sur le plan politique, je dis que je ne suis pas à l'aise pour l'analyse, mais par contre sur le plan de produire une lecture du droit, de rappeler des données, d'aller chercher des décisions de justice extrêmement intéressantes et de les faire connaître, je pense que ce travail n'est absolument pas fait et que c'est une priorité. Je vous donne simplement un exemple. Qu'est-ce qui connaît l'arrêt Cady rendu par la Cour de justice de l'Union européenne? Cet arrêt Cady est d'une importance extraordinaire vu que c'est la première fois qu'une décision de justice s'oppose au Conseil de sécurité. Dans l'histoire du Conseil de sécurité, il y a une décision de justice, une seule, qui a dit au Conseil de sécurité « tu dois respecter le droit ». C'est la Cour de justice de l'Union européenne.
Elle l'a fait en 2 mots, pour un ressortant saoudien qui s'est retrouvé avec des avoirs gelés parce qu'il était financeur évidemment du terrorisme international, ça va de soi, et comme rien ne venait, au bout d'un moment il dit vu qu'il n'y a pas d'enquête, je voudrais quand même récupérer mes sous, ça m'intéresserait. Donc il est allé voir les juges de Londres qui lui ont dit je suis désolé mon pote, parce qu'on n'a rien contre toi, mais on a le grand gendarme mondial qui est le Conseil de sécurité, et en adhérant à la charte de l'ONU, on s'engage à respecter les consignes du Conseil de sécurité. Donc il a tout perdu à Londres, il est allé devant la Cour de justice, et la Cour de justice a dit que les droits fondamentaux étaient d'une importance telle qu'on devait pouvoir les opposer même au Conseil de sécurité. Et la Cour de justice a fait une injonction au Conseil de sécurité de produire les documents qu'il avait contre cette personne pour justifier du gel de ses avoirs. Et le Conseil de sécurité, tout Conseil de sécurité qu'il est, il s'est exécuté. Et dans le dossier, on a trouvé des articles de presse complètement balourds, et il y a eu une deuxième décision de justice qui a dit, eh bien dans ce cas, il retrouve ses fonds. Donc ce travail est à faire et les choses marchent. Troisième point sur la CPI. Sur la CPI, il faut qu'on distingue la Cour des autres cours et la Cour du procureur. Donc les autres tribunaux étaient des tribunaux ad hoc, décidés par le Conseil de sécurité, donc il y a une certaine difficulté sur l'origine de la juridiction. Après, il faut mesurer le travail qui a été fait. Alors, sur le travail qui est fait d'une cour, au point de vue politique et de la manière dont les dossiers ont été choisis et construits, c'est une chose. Par contre, il y a la jurisprudence, et je veux dire que, là encore, je distingue celui qui saisit la justice de celui qui fait la justice. Quand on a besoin de références jurisprudentielles pour la Palestine, on utilise la jurisprudence du T8 pour les Yougoslavie. Donc c'est quand même assez complexe, et notamment sur le fait de la nationalité, c'est-à-dire le fait de dire que la Palestine peut saisir la Cour alors qu'elle n'est pas forcément un État reconnu par l'ONU, on a des références intéressantes. Et sur le fait de la torture, la meilleure référence que l'on a et qui nous permet de contester la décision de la Cour suprême d'Israël reconnaissant la légitimité de la torture dans un certain nombre de cas, c'est un arrêt du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Donc quand on laisse les juges faire leur travail, ils font un travail correct. Pourquoi ? Parce qu'ils le font non pas par rapport aux opinions qui datent de 15 jours ou qui datent de 3 mois ou à la mode du moment, mais parce qu'ils le font par rapport à des textes et un travail jurisprudentiel qui date d'un siècle. Pour la CPI n'est pas dans le même cas, puisque c'est un traité multilatéral qui a été ratifié par un certain nombre de pays. Donc c'est pas imposé par le Conseil de sécurité comme les autres. Donc les États acceptent de s'y soumettre ou non. La CPI, on va la laisser grandir, hein. Elle n'a qu'une dizaine d'années. Il y a des aspects qui sont très décents dans le fonctionnement de la CPI, il y en a d'autres, c'est quand même un peu différent. Et je pense qu'on devrait avoir une vraie réflexion sur ce thème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut distinguer, là encore, l'accusation et le travail des juges. Quand on dit la CPI, globalement, en tant qu'institution, est utilisée sur la Libye, oui. Mais qui est-ce qui se passe ? C'est le Conseil de sécurité, c'est le procureur, alors que du point de vue des juges, ils n'ont pas fait grand-chose pour le moment. Donc, ce qu'on voit aussi, qui est tout à fait intéressant, en revanche, c'est que donc la base de la CPI, c'est un traité international accepté par un certain nombre d'États qui ratifient et donc qui se soumettent sur leur territoire et pour leurs nationaux. Bon. Et puis il y a cette possibilité qui a été créée effectivement par le traité, que le Conseil de sécurité pouvait soumettre un certain nombre de cas. Bon, et à ce moment-là, le procureur est obligé d'engager. Ce qui fait que la première injustice, c'est que le Conseil de sécurité ne fait rien sur Gaza, alors que le Conseil de sécurité se précipite pour faire quelque chose sur la Libye. C'est le double standard. Mais il faut pousser l'analyse. Parce que qu'est-ce que l'on voit ? On voit que quand les choses en droit ne sont pas faites pour marcher, elles ne marchent pas. C'est un problème comme la fausse monnaie. Et quand vous faites ce Conseil de sécurité extérieur au traité qui a la possibilité d'interférer, ça ne marche pas. La preuve sur la Libye, la Libye telle qu'elle est actuellement, elle dit à la Cour, va te faire voir. Et donc on ne le dit pas forcément à la Cour, elle le dit plutôt au Conseil de sécurité. Vu que, qu'est-ce que fait la CPI dans cette affaire ? Le mandat de sécurité, le mandat contre Muammar Kadhafi s'est terminé avec une catastrophe pour la CPI, vu que soi-disant cette personne est protégée par la Cour. Or, il a été assassiné dans des conditions absolument horribles. Donc, vis-à-vis d'une Cour, avoir quelqu'un sous mandat et le voir massacré dans ces conditions, c'est évidemment une injure. Et le deuxième, c'est sur le fils. Et la Libye a dit, j'ai pas besoin de votre mandat, je le jugerai moi-même.
Donc, la puissance du centre de sécurité trouve également ses limites. Vis-à-vis du Soudan, c'est à peu près du même registre. Le Soudan n'est pas le plus puissant des États, mais quand ce Soudan dit j'ai pas ratifié, ça ne marchera pas. Et les autres États disent attendez, il n'a pas ratifié, on va lui ficher la paix. Donc, ce que je me pose aussi comme question, moi très clairement, c'est que cette CPI ne sera jamais ratifiée par les États-Unis, ne sera jamais ratifiée par Israël. Et je pense très clairement, en tout cas je dis que c'est un thème de débat, que s'il y avait actuellement, il y a déjà 110 États qui ont ratifié, qui représentent la plupart, on va dire, groupe non aligné, si vous voulez, plus l'Europe, il pourrait y avoir tout le groupe arabo-musulman qui viendrait se joindre, et on sera à peu près à 160 États d'une cour qui potentiellement peut être un véritable contrepoids au Conseil de sécurité, c'est s'en donner les moyens. Le meilleur exemple, c'est l'Afghanistan. L'Afghanistan a ratifié le traité de la CPI. Donc les crimes qui sont commis sur le territoire de l'Afghanistan relève potentiellement de la CPI, mais le gouvernement est ficelé et décide de rien faire. Donc, si on pose des questions d'analyse juridique, pourquoi est-ce que dans un État qui a ratifié le traité et qui est le lieu d'agression manifeste, pourquoi au moins même le principe des enquêtes n'est pas posé? Voilà. Ce qu'avait dit Hans que... Donc, la CPI, apparemment appliquée dans l'esprit de son traité, peut faire un certain nombre de choses, mais il ne faut pas confondre l'utilisation des procédures et le résultat de la jurisprudence. Sur le droit interne, c'est plus difficile d'agir. On pose la question de la responsabilité en droit interne. C'est plus difficile d'agir. L'action essentiellement est politique contre le gouvernement qui prend des initiatives et qui pèse vis-à-vis du Conseil de sécurité. Je pense qu'il faut se méfier d'une utilisation du droit qui n'est que de dénonciation. Et que quand on n'a que la dénonciation, il faut mieux la faire clairement politique. Le droit international peut avoir une certaine efficacité. Bon. Mais quand il n'y a pas cette efficacité, je pense qu'on l'affaiblit beaucoup en l'utilisant simplement dans le cadre de la dénonciation, et que la dénonciation, en bout de course, devient moyen de permettre la violation du droit. C'est-à-dire que vous avez une violation du droit, vous faites une protestation juridique minimale, ça occupe un petit peu, et après on passe à autre chose, et finalement la dénonciation a eu lieu. Donc sur ce plan-là, je pense que ça se traite sur le plan politique, et qu'en droit interne, on a en l'état actuel pas forcément grand-chose à faire, à part